Salut, c'est Élise. Le quart de la revanche raconte des histoires qu'on n'oublie pas. Abonnez-vous si vous êtes prêts. On commence. L'agent immobilier est arrivé à 14 heures, un samedi, exactement comme prévu. Elle s'appelait Patricia Monnier et portait un porte-documents en cuir qui valait sans doute plus cher que ma première voiture. Elle avait un tailleur qui criait « Je conclus des ventes à 1 million avant midi ». Et un sourire qui disait qu'elle avait déjà vu ce genre de scène 1000 fois. Mes parents se tenaient dans mon salon, le salon de la maison que j'avais acheté 3 ans plus tôt avec l'argent économisé pendant 7 ans, encadrant mon frère comme des gardes du corps fiers de leur mission. Mon frère, Didier, 26 ans, sans emploi depuis 18 mois, souriait comme s'il venait de gagner au loto. D'une certaine façon, c'était le cas. Merci à tous d'être arrivés à l'heure, dit Patricia en posant son porte-documents sur ma table basse. La même table basse que j'avais restaurée moi-même après l'avoir trouvée lors d'une vente après succession. Cela devrait être simple. Un transfert de propriété à titre gratuit au sein d'une famille. C'est très courant, très simple. Ma mère, Hélène, vibrait presque d'excitation. Elle préparait ce moment depuis 3 semaines, depuis que la petite amie de Didier l'avait quitté et qu'il était revenu vivre chez eux. Notre fille est tellement généreuse, annonça-t-elle à Patricia comme si je ne me trouvais pas à 3 mètres d'elle. Elle a cette grande maison pour elle toute seule, et Didier a vraiment besoin d'un nouveau départ. C'est une très belle maison, reconnut Patricia en regardant autour d'elle. Elle n'avait aucune idée qu'elle se trouvait en plein milieu d'une prise d'otage. Mon père, Robert, hocha gravement la tête. Dans une famille, on prend soin les uns des autres. C'est comme ça qu'on nous a élevés. Mia comprend ça. Il prononça mon prénom comme une arme, comme si le simple fait de l'invoquer allait me rendre docile. Je restais près de l'entrée de la cuisine, les bras croisés, dans ma tenue habituelle du week-end, un jean et un sweat à capuche d'ingénierie de Polytechnique. J'avais obtenu 6 ans plus tôt, un master en ingénierie biomédicale. Didier, lui, avait abandonné son IUT au bout d'un semestre parce que, selon lui, les professeurs ne comprenaient pas sa vision créative. Patricia sortit les documents de son porte-documents et les étala sur la table basse avec une aisance parfaitement rodée. Très bien. Comme il s'agit d'un transfert volontaire de propriété, il me faut la signature du propriétaire actuel sur plusieurs documents. Commençons par le formulaire préliminaire de cession. Elle leva les yeux, pleine d'attente. Ma mère me désigna d'un geste, comme si j'étais un chien de concours récalcitrant. Mia, viens signer. Je ne bougeais pas. La voix de mon père se durcit. Mia, ne complique pas les choses. Le sourire professionnel de Patricia vacilla légèrement. Quelque chose, dans l'atmosphère de la pièce, lui signalait que quelque chose clochait. Elle jeta un œil à ses papiers, puis releva la tête vers le tableau familial devant elle. « Je suis désolée, dit-elle prudemment, mais j'ai besoin de vérifier, qui est le propriétaire légal actuel de ce bien. » Mon père me montra du doigt. « C'est elle, Mia. Elle va signer. » Le regard de Patricia se posa sur moi. Vraiment posé pour la première fois. Je vis son expression changer à mesure qu'elle comprenait la scène. Les parents campés dans le salon comme s'ils en étaient les maîtres, le frère déjà en train de redécorer la maison dans sa tête, et moi collé contre le mur du fond, comme si j'essayais de disparaître à travers. Elle prit l'un des documents et le parcourut rapidement. Quand elle releva les yeux, son masque professionnel s'était légèrement fissuré. « Mademoiselle Chin, dit-elle en s'adressant directement à moi, le service de publicité foncière vous indique comme seul propriétaire de ce bien. Achat en août 2021 pour 685 000 €, valeur estimée actuelle d'environ 800 000 €. Elle marqua une pause. Êtes-vous en train de céder volontairement à votre frère vos 800 000 € de capital immobilier? La question resta suspendue dans l'air comme de la fumée. Ma mère eut un rire nerveux. Bien sûr que oui. Nous en avons déjà parlé en famille. Patricia ne regarda pas ma mère. Elle continua de me fixer. Mademoiselle Chin, j'ai besoin de l'entendre de votre bouche. Ce bien vous appartient légalement. Consentez-vous à ce transfert? Je regardai mes parents. Mon père avait la mâchoire serrée. Le sourire de ma mère s'était figé en quelque chose de désespéré. Les yeux de Didier allaient de l'un à l'autre, il comprenait enfin que le pactole promis risquait de lui filer entre les doigts. Ah bon? Demandai-je à voix basse. Mia! Lança ma mère d'une voix stridente. N'ose pas faire honte à cette famille. Patricia se redressa, et je la vis passer de commercial affable à véritable professionnel du droit. Monsieur et Madame Chin, j'ai besoin de parler seul avec Mademoiselle Chin. C'est la procédure habituelle pour un transfert de cette importance. Ce n'est pas nécessaire, commença mon père. C'est obligatoire, le coupa Patricia d'une voix polie mais sans appel.
Pour tout transfert volontaire supérieur à 500 000 €, je dois vérifier l'absence de pression familiale avant de recueillir le consentement. Je n'avais aucune idée de savoir si ce texte existait vraiment ou si Patricia venait de l'inventer, mais cela sonnait assez officiel pour que mon père recule. Très bien, cracha-t-il. Didier, viens, on attend dans la voiture. Ma mère avait l'air prête à protester, mais mon père lui saisit le bras et la guida vers la porte. Didier suivit, me lançant par-dessus son épaule un regard perdu. La porte d'entrée se referma. Patricia et moi restâmes silencieuses exactement 5 secondes. Puis elle posa son porte-documents et me regarda. « Mademoiselle Chin, voulez-vous transférer cette maison à votre frère ?»« Non, répondis-je. » Le mot sortit avec plus de force que je ne l'aurais cru. Patricia hocha une fois la tête. « Vos parents le savent ?» Ils s'en moquent. Elle m'observa un instant en silence. « Depuis combien de temps prépare-t-il ça ?»« 3 semaines de logistique. 29 ans d'attente. » J'avais 7 ans quand j'ai compris que, dans cette famille, je n'étais qu'une réserve de pièces détachées. Didier avait 9 ans quand il a eu son accident de vélo. Un vélo coûteux que mes parents avaient mis des mois à lui offrir. Il frimait, descendait notre allée en pente sans les mains, et il s'est écrasé contre la boîte aux lettres. Résultat, bras cassé, poignet fracturé. À l'hôpital, pendant que ma mère s'agitait autour de Didier et que mon père fulminait à propos des frais, une infirmière m'a demandé si je voulais un autocollant. J'étais debout dans un coin, invisible. « Elle va bien », avait dit ma mère d'un ton expéditif. Elle ne s'est pas fait mal. Mais j'étais juste derrière Didier quand il est tombé. J'avais dévié au dernier moment et m'étais écorché le genou assez profondément pour que le sang traverse mon jean. L'infirmière l'a remarqué et s'est accroupie. « Oh ma chérie, on va nettoyer ça. »« Elle va bien », répéta ma mère plus sèchement. « On est là pour Didier. » L'infirmière a quand même soigné mon genou. Mais moi, j'ai compris la leçon. Les os brisés de Didier comptaient. Mon sang, non. Pendant les 22 années suivantes, cette dynamique n'a jamais changé. Quand Didier a voulu intégrer un lycée privé, mes parents ont contracté un second prêt immobilier. Quand j'ai demandé à suivre une préparation au bac à 400 €, on m'a répondu « Travaille plus toute seule ». Quand Didier a décidé de devenir réalisateur, mes parents lui ont acheté un équipement à 3 000 €. Quand j'ai été admise à Polytechnique avec une bourse partielle, ils m'ont dit de faire un prêt étudiant. Avec un diplôme d'ingénieur, tu gagneras bien ta vie, tu pourras rembourser. J'ai remboursé 127 000 € de prêt. Le matériel de Didier, lui, a fini au garage, à prendre la poussière. Quand Didier a voulu lancer sa société de production, mes parents lui ont donné 50 000 € puisés dans leur retraite. Il n'a produit aucun film. Et a tout dépensé en 18 mois. Quand j'ai voulu acheter ma première maison, j'ai demandé s'ils pouvaient me prêter 10 000 € pour les frais. Ils ont refusé. Ils devaient, disait-il, se remettre financièrement après avoir aidé Didier à s'installer. Alors j'ai économisé pendant 7 ans. Je travaillais 60 heures par semaine dans une jeune entreprise de dispositifs médicaux. Je vivais en colocation jusqu'à mes 28 ans. Je conduisais une voiture rafistolée au ruban adhésif. Je mangeais des nouilles instantanées. Je ne partais jamais en vacances. J'achetais mes vêtements en seconde main. J'ai économisé 150 000 € d'apport. En août 2021, j'ai acheté cette maison, 130 mètres carrés, 3 chambres, style artisan, dans un quartier en pleine transformation. Elle avait besoin de travaux. La cuisine était bloquée en 1987. Le carrelage de la salle de bain était fissuré. Le jardin ressemblait à une jungle. Mais elle était à moi. Pendant 3 ans, je l'ai transformée en foyer. J'ai refait le carrelage moi-même, en regardant des tutoriels jusqu'à 2 heures du matin. J'ai rénové la cuisine avec un ami artisan qui m'a fait un prix parce que je l'avais aidé avec ses dossiers de conformité sanitaire. J'ai aménagé le jardin, planté un potager, construit une terrasse. J'ai augmenté la valeur du bien de 115 000 €. Et maintenant, mes parents voulaient l'offrir à Didier. Patricia s'assit sur mon canapé, payé avec mon propre argent, et sortit un autre dossier. Mademoiselle Chin, je vais être directe. Ce que vos parents tentent de faire est légal, mais uniquement si vous y consentez. Sans votre signature, ce transfert est impossible. Ils vont me renier, dis-je. Peut-être dire à toute la famille que je suis égoïste et ingrate. C'est probable. Didier me détestera pour toujours. Patricia me regarda calmement. Combien payez-vous chaque mois pour cette maison? 3 200 €. Crédit, taxes, assurance, charges. Si vous transférez ce bien, qui paiera? Je ris amèrement. Didier n'a pas travaillé depuis 18 mois. Donc vos parents attendent que vous lui cédiez 800 000 € de patrimoine, et ensuite?
Qu'ils vivent ici gratuitement pendant que vous continuez à payer? Entendre ça à voix haute rendait la situation encore plus absurde. Ils n'ont pas réfléchi jusque-là, dis-je. Ou bien si, répondit Patricia. Et ils comptent sur vous pour continuer. Elle avait raison. Je le savais. Mes parents imaginaient sans doute que je continuerais à payer, juste le temps que Didier se remette sur pied. Ce qui, dans leur logique, voulait dire, indéfiniment. Je vivrais dans un petit appartement, travaillerais 60 heures par semaine, pour financer une maison où mon frère vivrait gratuitement. Le socle qui soutient la statue. Patricia se pencha légèrement vers moi. Cela fait 19 ans que je fais ce métier. J'ai vu beaucoup de transferts familiaux. La plupart sont sincères. Mais j'ai aussi vu des abus financiers, et ce que je vois aujourd'hui y ressemble. C'est comme ça que fonctionne ma famille, répondis-je automatiquement. Ça ne veut pas dire que c'est juste. Nous sommes restées silencieuses. Dehors, j'entendais la voiture de mon père tourner au ralenti dans l'allée. Probablement la climatisation en marche pendant qu'ils attendaient que je signe l'abandon de tout ce que j'avais construit. Que se passe-t-il si je refuse? Rien. Vous restez propriétaire. Ils peuvent être en colère, mais ils n'ont aucun recours légal. Ils ne me pardonneront jamais. Le visage de Patricia s'adoucit. Mademoiselle Chin, ma mère m'a dit quelque chose à votre âge. Les membres d'une famille qui ne vous aiment que lorsque vous êtes utile, ne vous aiment pas vraiment. Ils aiment ce que vous leur apportez. Les mots m'ont frappé comme un coup. J'ai besoin de réfléchir. Prenez le temps qu'il vous faut. Je dirai à vos parents que le dossier nécessite des vérifications supplémentaires. Cela vous donnera quelques jours. Ils sont dehors. Ils s'attendent à ce que je signe. Patricia se leva en rassemblant ses documents. Alors je leur dirai que j'ai découvert une hypothèque sur le bien qui doit être levée avant toute transaction. Ils n'y connaissent rien en droit immobilier, ils ne poseront pas de questions. Vous mentiriez pour moi? Je mentirais pour empêcher ce que je considère comme une exploitation financière. Oui. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Mademoiselle Chin, une dernière chose. Vos parents ont-ils un quelconque droit légal sur cette maison? Ont-ils contribué à l'achat? Signé le prêt? Non. Je l'ai acheté seul. Mon nom est le seul sur l'acte, sur le crédit, sur tout. Patricia hocha la tête. Alors légalement, ils n'ont absolument aucun droit. Cette maison est la vôtre. Cette décision aussi. Et votre avenir. Elle ouvrit la porte et sortit affronter ma famille. Par la fenêtre, je la regardais parler avec mes parents dans l'allée. Le visage de mon père devint rouge. Ma mère parlait vite, s'agitait. Didier avait l'air perdu, inquiet. Patricia resta calme, professionnelle, inébranlable. Elle tendit une carte de visite à mon père, dit encore quelque chose que je n'entendis pas, puis se dirigea vers sa voiture. Mes parents revinrent à grands pas. La porte s'ouvrit violemment. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» exigea mon père. « Rien, répondis-je. Elle dit qu'il y a une hypothèque à régulariser. »« C'est faux !» cria Didier. « Elle ment. » Ma mère m'attrapa le bras. « Mia, c'est ridicule. Signe les papiers. Arrête de compliquer les choses. » Je me dégageai. « Non. » Le mot resta suspendu comme une grenade. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» murmura mon père, d'une voix basse et dangereuse. J'ai dit non. Je ne transfère pas ma maison à Didier. Le visage de ma mère devint blanc, puis rouge. Tu es vraiment aussi égoïste après tout ce qu'on a fait pour toi? Qu'avez-vous fait pour moi? La question m'échappa. On t'a élevé, nourri, logé. C'est être parent. Le minimum légal. Mon père s'approcha, cherchant à m'intimider par sa taille. Petite ingrate, on t'a donné la vie. Tu nous dois tout. Je ne vous dois rien. La voix de Didier trembla. Mia, s'il te plaît, j'en ai vraiment besoin. Ashley m'a quitté. Je n'ai nulle part où aller. Je me noie. Pendant une seconde, juste une seconde, la culpabilité familière est revenue. Le poids d'être le socle. La responsabilité écrasante de porter tout le monde. Puis je me suis souvenu. Les 127 000 € de prêts remboursés seuls, les 7 ans d'économie, les semaines de 60 heures, les tutoriels à 2 heures du matin parce que je n'avais pas les moyens de payer quelqu'un. Didier, dis-je doucement, je t'aime. Mais je ne te donnerai pas ma maison. Tu es, cracha-t-il. Ma mère eut un hoquet. Didier. Mais elle ne me défendit pas. Elle ne m'avait jamais défendu. Le visage de mon père vira au violet. Si tu ne signes pas, tu n'es plus de cette famille. Tu comprends? Je comprends parfaitement. On ne t'adressera plus jamais la parole. D'accord. Tu vas le regretter, lança ma mère.
Tu finiras seule et malheureuse, et tu n'auras que toi à blâmer. Je marchai jusqu'à la porte d'entrée et l'ouvris. Je veux que vous partiez. Voilà comment tu traites ta famille. Rugit mon père. Voilà comment je traite les gens qui essaient de me voler. Le mot voler fit reculer ma mère comme si je l'avais frappée. On ne vole pas. On est une famille. Une famille ne réclame pas 800 000 euros. Des voleurs, si. Mon père sembla prêt à me frapper. Pendant une seconde terrifiante, j'ai cru qu'il allait le faire. Mais il se détourna et sortit en trombe. Ma mère le suivit en sanglotant de façon théâtrale. Didier s'arrêta sur le seuil. J'espère que tu es fier. Tu viens de détruire cette famille. Non. Je viens d'arrêter de te laisser me détruire. Il partit. Je fermai la porte. À clé. Verrou. Puis je me suis effondrée sur mon canapé et j'ai pleuré pendant 45 minutes sans m'arrêter. Les appels ont commencé le soir même. Ma tante. Ta mère m'a appelée en pleurs. Comment peux-tu être aussi cruelle? Ma grand-mère. La famille, c'est tout, Mia. Tu devrais avoir honte. Mon cousin. Didier m'a raconté. Franchement, c'est abusé. Cette nuit-là, j'ai bloqué 12 numéros. Les messages ont continué pendant 3 jours. Une avalanche de culpabilisation, de honte, de manipulation. Toute ma famille s'était mobilisée pour me faire passer pour un monstre égoïste parce que je refusais de céder ma maison. Le 4e jour, j'ai changé de numéro. Le 5e jour, Patricia a appelé à mon bureau. Mademoiselle Chin, je voulais prendre de vos nouvelles. Votre père a appelé mon cabinet 6 fois hier, exigeant que je règle ce problème d'hypothèque. Je lui ai dit que seul le propriétaire pouvait s'en occuper. Merci de m'avoir couverte. Comment allez-vous? Je ne sais pas encore. Si vous avez besoin d'un avocat en droit de la famille, je peux vous en recommander d'excellents. Je n'avais même pas envisagé cette possibilité. Vous pensez qu'il pourrait m'attaquer? Les gens en colère font des choses imprévisibles. Mieux vaut être préparé. Elle avait raison. 2 semaines plus tard, mon père a engagé une procédure civile, affirmant qu'il avait contribué à mon apport et qu'il avait droit à une part de la maison. C'était totalement faux. J'avais des relevés bancaires prouvant que chaque euro venait de mes économies. Mais cela ne m'a pas empêché de devoir engager un avocat et de me battre pendant 6 mois. Le juge a rejeté l'affaire en moins de 10 minutes, la qualifiant d'abusive et sans fondement. Il a condamné mon père à payer mes frais de justice, 8 400 euros. Il ne les a jamais payés. Je ne m'y attendais pas. 3 mois après l'épisode avec l'agent immobilier, j'étais assise dans mon jardin, sur la terrasse que j'avais construite, un café à la main, à regarder le soleil se lever sur mon potager. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Allô? Bonjour Mia. C'est Patricia Monnier. J'espère ne pas vous appeler trop tôt. Non, je suis déjà debout. Tout va bien? Mieux que bien. Je voulais vous dire que j'ai orienté 3 autres femmes vers des avocats ces 2 derniers mois. Des femmes dans des situations similaires à la vôtre. Des familles qui tentent d'imposer des transferts de propriété. De la manipulation financière déguisée en devoir familial. Ah, répondis-je, un peu déstabilisée. Votre courage m'a poussée à être plus attentive. Je voulais vous remercier. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps assise, à penser à ce mot, courage. Je ne m'étais jamais sentie courageuse. Je m'étais sentie terrifiée. Coupable. Égoïste. Cruelle. Tout ce que ma famille m'avait reproché. Mais peut-être que dire non à ceux qui veulent tout vous prendre, c'est du courage. Peut-être que protéger ce que l'on a construit, c'est de la force, pas de l'égoïsme. Peut-être que je n'étais pas la méchante de cette histoire. 6 mois plus tard, Didier m'a envoyé un seul message. Ashley est revenu. On déménage à Portland. Je me suis dit que tu voudrais savoir. Je n'ai pas répondu. Mes parents ne m'ont jamais recontacté. Ni pour mon anniversaire. Ni à Noël. Jamais. Peu à peu, le reste de la famille a cessé de prendre parti, à mesure que la vérité apparaissait. Quand on engage une procédure abusive, les gens commencent à poser des questions. Certains se sont excusés. La plupart sont simplement revenus à une neutralité silencieuse. J'ai gardé la maison. J'ai renégocié mon crédit à un taux plus bas. J'ai remboursé 30 000 euros supplémentaires. Et j'ai encore augmenté la valeur du bien de 40 000 euros grâce à la rénovation de la salle de bain. Parfois, la culpabilité revenait. Des années de conditionnement ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais je traversais ma maison. Ma maison belle, durement acquise. Et je me souvenais. Je l'ai construite. Je l'ai financée.
Je me suis battu pour elle. Et je le referai sans hésiter. Le socle s'est enfin retiré. Et la statue s'est effondrée. Mhm. Mhm. Are you becoming mush, melting away at those brain cells? Melting, melting away. Melting away. Ready? It's been a while since we've given your brain a little break. 1, 2, 3. One, two, three. Its effects are instantaneous. You're getting sleepy.
noise cancelling headphones. I'll block out everything that isn't the brain melter. Give your brain a moment to just really